Vous êtes au cœur de l'info. Bonjour, ravi de vous retrouver. Il est 18 h ici à Paris. On est ensemble jusqu'à 20 h 30. Voici nos titres. À la une aujourd'hui, cette frappe de l'armée israélienne sur un poste frontière entre le Liban et la Syrie. Selon l'État hébreu, le Hezbollah l'utilisait pour acheminer des armes dans le pays du Cèdre. Correspondance à suivre dans un instant. Elle sera signée Jenna Lebras. A tout de suite, Jenna. À la une également, le PKK revendique l'attentat meurtrier de mercredi près d'Ankara. Comment l'expliquer alors que l'heure était plutôt à la détente avec le gouvernement turc? Analyse à suivre en plateau de Bilal Tarabé. A tout de suite, Bilal. Et puis la présidentielle américaine, c'est dans 11 jours maintenant. Kamala Harris peut toujours compter sur le soutien de Barack Obama qui l'a suivi en Géorgie. Donald Trump est lui dans le Nevada et l'Arizona. Et vous le verrez, les invectives se poursuivent. L'armée israélienne le confirme. Ce vendredi, elle a bien mené une frappe sur un poste frontière entre le Liban et la Syrie. L'État hébreu qui se justifie. Selon lui, il était utilisé par le Hezbollah pour acheminer donc des armes dans le pays. Pour les Nations Unies, cette frappe menace la principale voie de transit pour celles et ceux qui tentent de fuir ce conflit au Liban. À noter également, Israël dit avoir intercepté un drone en approche depuis la Syrie. On vous retrouve, Jenna Lebras. Bonjour, vous êtes notre correspondante au Liban. On en sait plus sur cette frappe israélienne? Alors on l'a appris en milieu de journée, mais c'est en fait une frappe qui a eu lieu la nuit dernière. L'armée israélienne a visé le poste frontière de Joussé, dans le nord de la Bekaa, aussi connu sous le nom de Kaha. Et Tsahal assure que ce point de passage qui connecte le Liban et la Syrie était utilisé par le Hezbollah pour faire transiter des armes dans le pays. Après l'attaque contre le couloir de Masnad, début octobre, c'est donc le deuxième poste frontière entre le Liban et la Syrie qui est mis hors service par des bombardements israéliens. Désormais, les connexions terrestres entre les deux pays, cruciales, sont extrêmement réduites. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule voie officielle opérationnelle, ce qui risque bien d'accentuer un peu plus les tensions sur les routes, à la fois commerciales et humanitaires. Et puis, ça va sans doute aussi pousser de nombreux déplacés qui tentent de fuir la guerre à utiliser des routes secondaires et des passages clandestins, là où ils sont bien évidemment beaucoup plus vulnérables aux abus des passeurs et des milices notamment. Il faut le rappeler que depuis le début de l'opération israélienne baptisée Flèche du Nord, ce sont plus de 400 000 personnes qui ont fui l'escalade de violence par ces points de passage pour trouver refuge notamment en Syrie. Merci beaucoup, Jenna, pour ces toutes dernières informations. Le Liban, on y reste, puisqu'au moins 1580 personnes sont mortes depuis le 23 septembre et le début de cette guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah. Un décompte réalisé aujourd'hui par nos confrères de l'AFP. On a appris ce vendredi la mort de 3 journalistes. Ils ont été tués par une frappe israélienne dans le sud du Liban, zone épargnée jusque-là. Le ministre de l'Information libanais a dénoncé, je cite, un crime de guerre. Marion Laurie pour les images. Un amas de ruines. C'est tout ce qu'il reste de cette maison dans le sud du Liban. Une frappe israélienne a touché dans la nuit une zone de plusieurs habitations. Une vingtaine de journalistes de différents médias y dormaient. C'est dans cette maison à Hasbaya qu'on s'est réfugié après avoir été chassé de Marjayoun par l'armée israélienne. L'ennemi israélien a peur de la parole et de la voix de la vérité qui révèle ses crimes. Parmi les victimes, un journaliste travaillant pour la chaîne du Hezbollah Al-Manar et 2 personnes travaillant pour la chaîne pro-iranienne Al-Mayadeen. Selon les témoins, la maison dans laquelle ils dormaient aurait été délibérément visée. Un bureau d'Al-Mayadeen avait déjà été pris pour cible à Beyrouth mercredi. Israël essaye de terroriser les journalistes, et pas seulement ceux qui travaillent pour Al-Mayadeen, mais tous ceux qui couvrent les crimes d'Israël, que ce soit au Liban, mais aussi à Gaza et en Cisjordanie. Les exemples de journalistes visés sont nombreux. Israël a intensifié ses frappes contre le Hezbollah soutenu par l'Iran depuis fin septembre. Mais le gouvernement israélien a toujours démenti viser des reporters. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 128 professionnels des médias sont morts à Gaza, en Cisjordanie et au Liban depuis octobre 2023.
C'est sa 11e et ultime tournée liée au Proche-Orient avant de rendre son tablier. Anthony Blinken est à Londres aujourd'hui où il a rencontré le Premier ministre libanais. J'ai nommé Najib Mikati. Le chef de la diplomatie américaine estime qu'il est, je cite, vraiment urgent de parvenir à une solution diplomatique au Liban sans pour autant appeler à un cessez-le-feu. Ne pas oublier aussi Gaza où l'État hébreu poursuit son offensive. Dans le sud de l'enclave à Khan Younes, 2 frappes israéliennes ont fait aujourd'hui au moins 20 morts. Parmi les victimes, 9 enfants. Israël l'assure, des terroristes étaient visés. L'armée israélienne qui indique aussi avoir perdu 3 soldats, cette fois-ci dans le nord. En 24 heures, au moins 72 personnes sont mortes à Gaza. On y reste dans le nord et notamment à Jabalia où les déplacés se comptent par milliers. Sur place, le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas l'assure, des centaines de personnes, patients, personnel médical et déplacés ont été arrêtés par Israël dans l'hôpital de la ville. De quoi bien sûr encore fragiliser un système de santé déjà failli. On écoute le porte-parole de la défense civile de la bande de Gaza. Les services ont complètement cessé dans le gouvernorat du nord de la bande de Gaza, après que les forces d'occupation israéliennes ont ordonné aux équipes de la défense civile et au personnel paramédical d'arrêter leurs activités et de quitter le nord pour se rendre dans la ville de Gaza. Un grand nombre de citoyens se trouvent toujours là-bas, mais n'ont pas accès aux services médicaux, aux ambulanciers et à la protection civile. C'était il y a 2 jours. Un attentat faisait 5 morts et 22 blessés près d'Ankara. Attaque revendiquée aujourd'hui par le PKK, désigné dès mercredi par le gouvernement comme responsable. Ce gouvernement, il a mené des frappes sur ses alliés, les alliés du PKK dans le nord de l'Irak. Bilan 5 morts. Le Parti des travailleurs du Kurdistan l'a dit aujourd'hui sur son compte Telegram. Il voulait envoyer un message au gouvernement. Bonjour Bilal. Bonjour Florent. Que dit précisément le PKK dans cette revendication ? Alors, il faut rappeler que l'attentat de mercredi visait le siège des industries aérospatiales turques, TAI pour son logo, et plus précisément une entreprise qui fabrique entre autres des drones et des hélicoptères. Donc le PKK écrit sur son compte Telegram, je vais le citer, nous savons que les armes produites par les TAI ont massacré des milliers de nos civils au Kurdistan, et il invoque, le PKK, un droit légitime à frapper les centres où ces armes sont produites. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que c'est vraiment une revendication typique de la rhétorique du PKK. Le PKK qui se considère depuis des décennies comme une guérilla armée qui lutte pour les droits des Kurdes, l'autonomie, l'indépendance, via des actions de guérilla contre tout ce qui peut être lié aux intérêts de l'État turc, tandis que la Turquie, elle, le considère comme un mouvement terroriste. Sauf que là où cette revendication, elle est un petit peu particulière, c'est que le PKK précise ensuite que l'opération a été planifiée de longue date et qu'elle n'est pas liée au récent développement politique en Turquie, à savoir une main tendue à la fois inattendue et assez spectaculaire du pouvoir turc envers les Kurdes ces dernières semaines. D'où ma prochaine question. Comment expliquer cet attentat alors que vous l'avez dit, l'heure était plutôt à la détente avec le gouvernement ? C'est toute la question. D'ailleurs, la revendication du PKK n'y répond pas. En fait, la seule explication logique serait que le PKK semble divisé entre des radicaux qui veulent poursuivre la lutte armée et des moins radicaux qui seraient plus enclins à des pourparlers, des négociations. Pourquoi ? Parce que le DEM, qui est le principal parti politique kurde et qui est souvent considéré comme la vitrine politique du PKK, eh bien le DEM a condamné cet attentat. Et par ailleurs, le jour même où l'attentat a eu lieu, le fondateur du PKK, qui est en prison depuis 1999, qui s'appelle Abdullah Öcalan, a eu droit à recevoir une visite, c'était la première en plus de 4 ans, et cette visite, eh bien, c'était celle de son fils, qui lui-même est député du DEM. Vous voyez, le jour où l'attentat a eu lieu. Alors, sur ce contexte, depuis à peu près 1 mois, en fait, depuis l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 1 mois, on voit que le pouvoir turc a commencé par Recep Tayyip Erdogan, a changé à 180 degrés de discours envers les Kurdes. Alors, aux Nations Unies, Recep Tayyip Erdogan a livré un vibrant plaidoyer en faveur des droits des Kurdes, ce qui n'est pas franchement son habitude. Et la veille de l'attentat,
le principal allié de Recep Tayyip Erdogan, qui est un député d'extrême droite qui s'appelle Devlet Bahçeli, et donc d'extrême droite, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas soupçonner de sympathie pro-kurde, eh bien, a suggéré que Abdullah Öcalan, dont on parlait, qui est en prison, s'exprime devant l'Assemblée nationale turque. Donc on pourrait peut-être dire que le PKK serait en voie de farcisation, si je peux m'exprimer ainsi. On se souvient de la guérilla des FARC en Colombie au moment du processus de paix en 2016. Il y a toute une partie de cette guérilla qui a monté une branche dissidence parce qu'elle refusait justement ce processus de normalisation ou de paix. Alors on l'a dit, le gouvernement turc a riposté avec notamment ces frappes contre des alliés du PKK en Irak et en Syrie. Comment expliquer ces frappes ? Je vous propose de regarder une carte parce que ce qu'on appelle le Kurdistan, donc c'est l'aire géographique où vivent les Kurdes. On la voit, elle est ici sur cette carte, donc en jaune pour la partie turque, mais il y a aussi des Kurdes qui vivent en Irak. Et en Syrie. À cheval sur 3 pays, donc. Exactement, à cheval, en fait un peu plus, mais nous concernons sur le PKK, à cheval sur 3 pays. Et en Irak et en Syrie, il y a des partis kurdes qui sont alliés au PKK, à commencer d'ailleurs par les YPG en Syrie, qu'on connaît bien, puisque c'est eux qui ont combattu Daesh avec l'aide des Américains il y a quelques années dans le pays. D'ailleurs, Recep Tayyip Erdogan, il y a 2 jours, a tout de suite affirmé que les deux membres du PKK qui avaient commis l'attentat venaient eux-mêmes de Syrie, et d'où le fait que la Turquie frappe à l'extérieur de ses frontières en Irak et en Syrie. Vous évoquiez, on peut finir là-dessus, les dernières frappes en Irak. Au total, il y a eu ces 2 derniers jours 47 frappes, 29 en Irak, 18 en Syrie. Pour la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qu'on cite souvent, il y aurait eu 27 civils tués par des frappes turques. Selon Ankara, 59 terroristes, donc membres du PKK ou affiliés au PKK, seraient morts dans ces opérations de représailles. Merci pour toutes ces explications, Bilal. Merci beaucoup à vous. L'Arizona et le Nevada pour Donald Trump, la Géorgie pour Kamala Harris. À 11 jours désormais du vote, les 2 candidats à la Maison-Blanche continuent bien sûr leur travail de terrain. Aux côtés de la démocrate, hier, l'ancien président Barack Obama et le chanteur Bruce Springsteen. Jad Levin. Une rockstar en première partie pour chauffer la salle. Kamala Harris et Tim Walz pour la présidence. Allez voter! Puis l'un des anciens présidents les plus populaires des États-Unis pour taper sur son rival. Il n'y a absolument aucune preuve que cet homme pense à autre chose qu'à lui-même. En Géorgie, État déterminant dans le résultat de l'élection présidentielle, Kamala Harris soigne la mise en scène de sa campagne dans la dernière ligne droite avant le scrutin. Devant 20 000 personnes, dont le réalisateur Spike Lee et l'acteur Samuel L. Jackson venus apporter leur soutien, la candidate démocrate promet de s'attaquer à l'inflation et au coût de la vie, mais aussi à Donald Trump. J'ai affronté des auteurs de toutes sortes, prédateurs, fraudeurs et récidivistes. Je les ai affrontés et j'ai gagné. Cher État de Géorgie, dans 12 jours, c'est le tour de Donald Trump. Au même moment, 3000 km plus loin dans l'Arizona, autre État décisif dans l'élection, le candidat républicain promet une nouvelle fois de lancer le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine s'il est élu. Nous sommes devenus une poubelle. L'invasion de migrants provoquée par Kamala à la suite d'une incompétence flagrante la disqualifie et la rend inapte à envisager la présidence. La course est extrêmement serrée. Kamala Harris devance d'1 point son rival dans les derniers sondages. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous restez bien avec nous sur France 24. Tout de suite, c'est le tête-à-tête sur notre antenne. Notre invitée aujourd'hui, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese. Selon elle, vous allez l'entendre, Yahya Sinwar aurait dû être jugé. On se retrouve, nous, tout à l'heure.